Avant qu'elle ne devienne une reine, avant les Grammys, les robes élégantes et les ovations debout, Mary J. Blige n'était qu'une fille qui essayait de survivre. Pas de survivre à l'industrie, pas de survivre à la célébrité, de survivre à la vie. Née dans les quartiers impitoyables de Yonkers, à New York, Mary n'a pas grandi avec des contes de fées. Son enfance n'a pas été bercée par les rires, mais marquée par les traumatismes. Un père qui disparaît. Un foyer imprégné de dysfonctionnement et, pire que tout, à seulement 5 ans, Mary est victime d'abus sexuels. Un secret qu'elle portera seule, en silence. Pas de thérapie, pas de justice, juste de la douleur. À l'adolescence, elle savait déjà comment s'anesthésier. Cigarettes, alcool, entourage toxique. Mais il y avait une chose qu'elle ne pouvait pas fuir, sa voix, brute, fissurée, imparfaite, mais honnête, vibrante et remplie de rage et de désir que rien ne pouvait polir. Ce n'était pas une voix façonnée pour être parfaite, c'était une voix forgée dans la douleur et cette voix l'a menée chez Uptown Records. À seulement 21 ans, elle sort What's the 411, un premier album qui ne secoue pas seulement le R&B, il le redéfinit. Le hip-hop rencontre la soul, l'âpreté rencontre l'émotion des femmes qui ne s'étaient jamais reconnues dans Whitney ou Maria se sont vues en Mary. Elle n'était pas lisse, elle n'avait pas été formatée pour plaire, elle était brisée comme elle, et elle était vraie, mais pendant que le monde célébrait sa vulnérabilité, personne ne lui demandait comment elle tenait le coup, parce que la vérité, c'est qu'elle ne tenait pas, la célébrité n'a pas guéri Mary, elle l'a exposée. Plus elle avait du succès, plus ses blessures saignaient, et plus elle saignait, plus les gens achetaient. Le label ne s'intéressait pas à sa guérison, il s'intéressait à ses tubes. La douleur était rentable et cette douleur a fini par porter un nom, Cassie Haley. Au début, leur lien ressemblait à de la chimie, 2 étoiles montantes, passionnées, intenses. Mais derrière les portes closes, c'était le chaos. Mary en a parlé ouvertement, cette relation était abusive, émotionnellement, physiquement, spirituellement. Il était jaloux, contrôlant, violent, mais pour Mary, cela semblait familier, car quand on grandit en croyant que l'amour est forcément lié à la souffrance, on confond abus et affection. Cassie n'était pas seulement son petit ami, il était aussi sur le même label, cela signifiait répétition, enregistrement, tournée, toujours là, toujours en surveillance, et même quand les bleus n'étaient pas visibles, les dégâts, eux, l'étaient, mais elle a continué à chanter, à enregistrer, à se produire, parce que plus elle pleurait dans sa musique, plus elle vendait. My Life est devenu son chef-d'œuvre, un classique, mais derrière chaque note se cachait un cri à l'aide que le monde chantait, sans jamais entendre le hurlement qu'il recouvrait. Et l'industrie, silencieuse, personne n'est intervenu, personne ne l'a protégée, parce que la formule fonctionnait. La souffrance de Mary rapportait. Rompre avec Cassie n'était pas juste une rupture, c'était une résurrection. Elle s'est enfin libérée d'une relation qui avait presque détruit son âme, émotionnellement, physiquement, spirituellement. Mais être libre ne signifie pas être guéri. Les cicatrices étaient là, profondément gravées. Alors elle a fait un choix. Si elle ne pouvait pas faire confiance à l'amour, elle ferait confiance au travail. Elle est devenue sobre. Elle a arrêté et elle s'est replongée dans la musique. Mais cette fois, avec le contrôle, elle a commencé à parler différemment en interview, à se tenir plus droite, à porter plus de blanc, moins de noir. La douleur était toujours là, mais elle avait maintenant des limites. Elle ne saignait plus pour nourrir le public. Puis est arrivé Kendu Isaac. Il était différent. Du moins, c'est ce qu'il semblait. Pas un artiste, pas un homme attiré par la lumière des projecteurs. Kendu était un homme d'affaires, calme, mature, plus âgé. Il lui offrait de la stabilité, de la structure, il gérait sa carrière, oui, mais aussi son agenda, son image, sa vie. Il n'était pas seulement son manager, il était son mari, son protecteur. En 2003, il se marie. Aux yeux du public, c'était une success story. La fille brisée de Yonkers avait réussi. L'amour l'avait enfin trouvé. Elle souriait davantage, riait plus fort. Il y avait une douceur nouvelle en elle que les fans n'avaient pas vue depuis longtemps.
Elle disait même que Kendu l'avait sauvée, qu'il l'avait aidé à reconstruire sa confiance. Mais dans l'intimité, quelque chose clochait, car pendant que Mary se laissait enfin aller à se sentir en sécurité, elle ne réalisait pas qu'elle remettait les clés de tout. Kendu ne gérait pas que ses tournées, il gérait son argent, ses contrats, son image, et peu à peu, cette protection s'est transformée en contrôle. Elle travaillait plus que jamais, albums, tournées, médias, mais les comptes ne suivaient pas. Quelque chose clochait, puis la vérité a éclaté. Il utilisait son argent, son sang, son travail, sa voix pour financer une autre vie. Achats extravagants, comptes privés, infidélité, dépenses luxueuses pour une autre femme. Pendant que Mary se produisait sur scène, donnant tout à son public, l'homme qu'elle aimait la vidait de tout. Et quand elle a demandé le divorce en 2016, la trahison n'était pas seulement émotionnelle, elle était calculée. Kendu a demandé une pension alimentaire, pas une petite somme, $130 000 par mois. Oui, vous avez bien lu, il a affirmé que Mary avait ruiné sa carrière, qu'elle lui devait des dommages pour détresse émotionnelle. Le même homme qui avait vécu de son succès réclamait d'être indemnisé pour l'effondrement d'un mariage qu'il avait lui-même détruit. Plus tard, Mary a déclaré en interview « Il m'a tout pris, je n'avais le contrôle sur rien, j'avais peur ». Et une fois encore, l'industrie, celle-là même qui célébrait son retour, sa vulnérabilité, ses tubes, n'a rien dit. Pas un mot de soutien, aucune protection, aucune solidarité, parce que la douleur de Mary rapportait toujours, et personne dans les hautes sphères n'avait quelque chose à gagner de sa guérison. Après le divorce, Mary J. Blige n'a pas seulement pleuré la fin d'un mariage, elle a pleuré la dernière once de confiance qu'il lui restait en l'amour. Ce n'était pas sa première blessure, ni même la plus violente, mais c'est celle qui a brisé ses fondations, parce qu'elle venait de celui qui avait promis de protéger ce qu'elle avait de plus fragile, son histoire. Sa voix a toujours été une voix de survivante, mais cette fois, survivre avait un coût qu'elle n'avait encore jamais payé, la mort de l'espoir. Car comment avancer quand celui qui gère ton agenda orchestre aussi ta chute? Comment rouvrir ton cœur quand ce que tu croyais être une guérison devient un nouveau traumatisme? Kendu n'est pas parti qu'avec de l'argent, il est parti avec des morceaux de sa confiance, de son identité, de sa foi en un amour inconditionnel. Et l'industrie, encore une fois, silence. Les mêmes médias qui ont couvert son divorce, les documents juridiques, ses larmes sur scène, n'ont jamais pris le temps de lui demander comment elle allait, elle, la femme, parce que Mary était devenue une marque, la reine du hip-hop soul, la voix de la douleur, la battante, la reine du comeback. Elle avait de la valeur quand elle était vulnérable, elle rapportait quand elle souffrait, elle était authentique quand elle avait mal. Mais que se passe-t-il quand elle veut guérir? C'est là que réside la véritable tragédie, parce que l'industrie ne lui a pas seulement pris son argent, sa paix ou son passé, elle lui a volé la liberté de guérir, elle lui a volé le droit d'évoluer, et c'est pour cela que l'amour durable n'a jamais eu de place. Parce que chaque fois que Mary a tenté de s'adoucir, la vie ou l'industrie lui a rappelé qu'il était plus sûr de survivre que d'aimer, qu'il était plus sûr de travailler que de se reposer, qu'il était plus sûr d'être seul que d'être vulnérable. Et même si elle continue de briller, albums, rôles au cinéma, récompenses, il y a toujours une tristesse dans ses yeux. Elle sourit, mais seulement quand elle est prête. Elle s'ouvre, mais seulement quand elle se sent en sécurité, car Mary J. Blige ne chantait pas seulement la douleur, elle en est devenue l'hymne. Et aujourd'hui, des années après Kendu, après Cassie, après toutes les trahisons et tous les silences, elle est toujours là. Pas brisée, pas amère, mais plus sage, plus forte, plus méfiante. Elle croit encore en l'amour, peut-être, mais elle ne l'attend plus pour la sauver. Parce que dans une industrie qui ne l'a jamais protégée, Mary a appris la leçon la plus douloureuse, mais aussi la plus puissante. Parfois, la seule personne capable de t'aimer comme tu le mérites, c'est toi. Alors, qu'en pensez-vous? Mary J. Blige a-t-elle simplement choisi les mauvais hommes ou a-t-elle été piégée dès le départ par une industrie qui n'a jamais été faite pour protéger sa sensibilité? Partagez vos avis et réflexions dans les commentaires et restez avec nous pour découvrir d'autres vraies histoires de stars. À la prochaine!